Alors, via trajectoire handicap, c'est parti. De quoi s'agit-il? Via trajectoire handicap, vous en avez entendu parler. Et pour rappel, l'outil de suivi des orientations en établissements et services médico-sociaux des personnes en situation de handicap. Il s'agit donc de tous les usagers qui sont soumis à notification d'orientation suite à un passage en commission CDAPH. Cela va concerner les orientations en lieu de vie, femmes, masses, les orientations professionnelles, les AT, etc. Les orientations en milieu éducatif, IME, ITEP, tout ça. Tout le panel de ces catégories d'établissements va être concerné par Via Trajectoire Handicap. À quoi va servir Via Trajectoire Handicap? Eh bien, Via Trajectoire Handicap va servir à améliorer la connaissance de l'offre d'hébergement et d'accompagnement disponible sur le territoire, afin de faciliter les parcours des personnes. Via Trajectoire va permettre à vous, ESMS, d'accéder aux décisions d'orientation pour les usagers qui sont accompagnés par votre établissement. Via Trajectoire Handicap va permettre d'informer la MDPH des suites données aux orientations qu'elle prononce, savoir où et quand les usagers sont intégrés dans quels établissements suite à une orientation prononcée. Via Trajectoire va permettre de fournir une aide aux usagers et à leurs proches pour trouver la structure adaptée pour suivre l'avancement des demandes qu'ils ont effectuées auprès de certains établissements. Alors, avec l'annuaire des établissements médico-sociaux d'un côté, on va le voir après, qui permet une recherche multicritère fine de l'établissement ciblé, et puis avec à terme également un module usager qui permettra aux usagers de se connecter, d'accéder à leur dossier, de voir leur orientation active en cours et de formuler des demandes auprès des établissements et de voir leur statut dans ces établissements sollicités. Enfin, Via Trajectoire Handicap a vocation à améliorer la connaissance des besoins des personnes en situation de handicap afin d'éclairer les priorités. Donc, c'est un outil de régulation qui va permettre au département, à l'ARS et au MDPH d'y voir plus clair sur l'état de l'offre d'accueil et d'accompagnement médico-social sur le territoire par catégorie d'établissement, etc. Donc, c'est un outil qui permettra une meilleure régulation de l'offre médico-sociale à terme sur le territoire. Voilà. Voilà les grandes vocations de Via Trajectoire. Je vous propose maintenant la petite vidéo. Donc, montez bien votre son. Après Via Trajectoire sanitaire et personnes âgées, nous vous présentons Via Trajectoire handicap. C'est quoi? C'est un outil web qui facilite le suivi des décisions d'orientation des personnes en situation de handicap dans les structures et services qui les accompagnent. Qui peut l'utiliser? Cet outil est destiné à être utilisé à la fois par les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, et les établissements et services médico-sociaux, ESMS. Il est également destiné aux conseils départementaux et à l'Agence régionale de santé pour suivre et évaluer les besoins non couverts du territoire. Accessible sur Internet, Via Trajectoire Handicap propose une gestion dématérialisée et dynamique des listes d'attente des ESMS. Comment cela fonctionne? Les décisions d'orientation prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, sont transmises aux établissements et services médico-sociaux dans Via Trajectoire Handicap. À réception, les ESMS répondent aux demandes d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Un tableau de bord permet de suivre les demandes vers les établissements en temps réel. La MDPH a connaissance des suites données aux décisions d'orientation par les établissements et les services. Pourquoi l'utiliser? Via Trajectoire offre plusieurs avantages. Une plateforme en ligne partagée par tous les ESMS, une simplification des échanges entre professionnels, un suivi des décisions d'orientation de la CDAPH, une visibilité des places disponibles dans les ESMS. Via Trajectoire Handicap intègre un annuaire consultable par tous, en ligne, avec une recherche multicritère.
un outil centralisé de gestion et de suivi des demandes d'admission, un accès direct à chacune des décisions d'orientation pour les professionnels, un observatoire régional de l'offre et de la demande. Quels sont les gains attendus? Grâce à l'annuaire, l'usager peut trouver la structure la mieux adaptée en fonction de critères géographiques, du type d'accueil ou de l'âge. Pour les ESMS, Via Trajectoire Handicap permet de présenter leur établissement ou service, faciliter la gestion des listes d'attente et des places disponibles, consulter l'évolution des demandes auprès des autres ESMS, favoriser les échanges entre les structures et les MDPH. Pour les maisons départementales des personnes handicapées, c'est l'assurance de connaître l'offre et les ressources proposées en temps réel, disposer d'une liste d'attente et d'admis à jour, être informé sur la suite donnée à la demande d'admission. Enfin, pour les acteurs institutionnels tels que l'ARS, les conseils départementaux et les MDPH, c'est avoir une vision plus juste des besoins sur le territoire. Voilà donc en quoi va consister Via Trajectoire. Alors l'outil Via Trajectoire Handicap est déployé au niveau national, hein. Aujourd'hui, la plupart des départements sont déployés. En Bretagne, l'Ille-et-Vilaine a été déployé fin 2018, début 2019. On suivit le département du Finistère, puis les Côtes-d'Armor en 2019. Aujourd'hui, en 2020, c'est le tour du déploiement en Morbihan et voilà, toute la Bretagne sera déployée ainsi sous Via Trajectoire. Alors, tous les départements limitrophes, 44, 53, 50, sont déjà utilisateurs de Via Trajectoire. Donc, on va pouvoir avoir une interopérabilité dans Via Trajectoire entre les départements, entre les régions, puisque votre usager que vous déclarez, que vous retrouvez dans Via Trajectoire, vous pouvez le retrouver, accéder à son dossier, que celui qu'il dépende de la MDA 56 ou de la MDPH 44 ou de la MDPH des Yvelines 78. Voilà. Donc, on va avoir un outil commun, commun aux MDPH, commun aux établissements à l'échelle nationale. Donc ça, c'est assez intéressant. Les objectifs de Via Trajectoire sont de suivre la mise en œuvre des orientations de manière partagée entre les MDPH et les établissements. Donc c'est cet outil qui va le permettre. L'objectif est également de mettre en lien l'offre et la demande au regard du besoin des personnes, de proposer également une instantanéité dans la transmission d'informations autour du dossier des usagers entre les MDPH et les établissements. Qu'un usager soit placé en liste d'attente ici ou qu'il soit admis ailleurs, instantanément, vous pouvez en être informé et instantanément, la MDPH peut le voir à partir du moment où c'est déclaré. Donc voilà, on a une transmission d'informations comme ça instantanée sur les situations qui évoluent, les situations des usagers dans les établissements qui les accompagnent. Permettre également à l'usager de suivre l'avancée de ses demandes, on l'a évoqué tout à l'heure, un module usager à terme sera ouvert et leur permettra de se connecter, de voir leur dossier, de formuler des demandes auprès des établissements en fonction de l'orientation active qu'ils ont et de voir le statut de leur demande au sein de ces établissements sollicités. Alors, le module usager en est encore au démarrage. Actuellement, il y a peu de départements qui l'ont déployé, mais ça commence, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On a déjà quelques départements qui ont déployé sur la demande forte des associations d'usagers et puis aussi une incitation assez forte aussi de la CNSA pour avancer dans ce sens. Alors, les enjeux de Via Trajectoire Handicap. Piloter l'adéquation entre l'offre et le besoin par une meilleure visibilité de l'offre disponible pour les MDPH et par une meilleure planification pour réguler l'offre médico-sociale par les CDARS avec l'Observatoire statistique. L'autre enjeu majeur de Via Trajectoire, c'est de faciliter les parcours des personnes en situation de handicap afin de fluidifier ces parcours. Via l'annuaire, permettre à l'usager de trouver plus facilement la structure spécifiquement adaptée à son besoin dans un rayon kilométrique autour du lieu choisi. Et puis avec le module usager, permettre à l'usager de voir ses droits, de voir son dossier, de voir ses orientations en cours, de formuler des demandes, de voir l'avancée de ses demandes afin de fluidifier tout ça.
La démarche autour du déploiement de Via Trajectoire Handicap, c'est une démarche d'engagement réciproque. Il faut que tous les établissements jouent le jeu de saisir leur liste d'usagers admis et en liste d'attente au départ, de veiller à bien mettre à jour leurs fiches annuaires et après, au fil de l'eau, de veiller à bien mettre à jour l'outil en fonction des mouvements, des arrivées, des départs au sein de l'établissement. De l'autre côté, la MDPH, les MDPH doivent bien jouer le jeu d'alimenter l'outil après chaque commission CDAPH avec toutes les nouvelles notifications d'orientation, d'être réactive également sur les difficultés remontées pour retrouver tel ou tel usager, difficultés qui peuvent être techniques, difficultés qui peuvent être fonctionnelles, métiers liés à des voilà, renouvellements en cours, etc. Donc, être réactive aussi sur les demandes de support sur Via Trajectoire et puis aussi aller voilà, réinterroger aussi ces pratiques grâce à ce nouvel outil et mettre en place une nouvelle organisation qui tire complètement profit de Via Trajectoire et qui tire profit de toutes ces données qui vont arriver. Co-construction, donc au service d'objectifs qui sont cohérents et qui sont finalement l'amélioration de la réponse qui est faite aux besoins des usagers, notamment les besoins les plus complexes, les personnes, les situations complexes. Alors l'outil va permettre effectivement de tracer ces situations complexes plus facilement, de voir, de repérer les usagers qui ne se sont pas saisis de leur orientation, les usagers qui n'ont pas entamé de démarche auprès d'établissements, malgré une orientation. On va pouvoir tracer les usagers qui, malheureusement, sont refusés de partout, qui refusent, in fine, de s'inscrire dans de nombreux établissements qui proposent quelque chose. On va pouvoir tracer un petit peu ces cas complexes. Voilà. Alors, on est ici sur le dispositif de la réponse accompagnée pour tous. Voilà. Je reviens un petit peu sur le fonctionnement général de l'orientation actuellement d'un usager dans le système d'information pour bien poser les bases et l'intérêt d'un tel outil. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap, Paul, sollicite sa MDPH pour avoir un accompagnement. Donc, il transmet un dossier avec toutes les pièces nécessaires. Sa demande va être instruite par la MDPH, son projet analysé, son projet de vie. Et puis, suite à un passage en commission, CDAPH, une notification d'orientation va être rendue. Donc, cette notification d'orientation va être enregistrée dans le SI de la MDPH. C'est l'usager qui, fort de sa notification d'orientation, va lui-même aller contacter les établissements qu'il a ciblés. Donc, il va faire une demande auprès de chaque établissement pour être accompagné. Chaque établissement va traiter la demande de l'usager et chaque établissement va répondre à l'usager s'il est admis, placé en liste d'attente, etc. Et chaque établissement va enregistrer dans son logiciel, dans son SI, la demande de l'usager à intégrer l'établissement. Donc, on voit qu'on a un premier enregistrement dans le SI, la MDPH, un deuxième dans le premier SI, dans le SI du premier établissement sollicité, dans le SI du deuxième, du troisième. Voilà, on a des enregistrements successifs dans des systèmes d'information, dans des logiciels qui ne communiquent pas entre eux. Voilà. La problématique est bien là. L'outil Via Trajectoire Handicap va venir s'interfacer au milieu de tous ces acteurs. Un outil commun, unique, accessible via le web, qui va permettre de gérer l'orientation des usagers en structure. Alors, le point de départ technique, c'est l'injection semi-automatique de toutes les nouvelles notifications d'orientation dans Via Trajectoire par la MDA, par la MDPH, après chaque commission CDAPH. Dès lors, instantanément, les usagers peuvent être retrouvés dans le système par les établissements sollicités, avec un numéro individu et une date de naissance. N'importe quel établissement concerné par l'orientation de l'usager va pouvoir retrouver son dossier dans le système et le déclarer admis ou en liste d'attente dans son établissement.
À terme, l'usager également aussi pourra voir son dossier via le module usager, comme on l'a dit, accéder donc dans Via Trajectoire à son dossier et formuler des demandes directement auprès des établissements par ce biais, voir l'état d'avancement de ces demandes formulées. Voilà. Donc là, on a la transmission d'informations en temps réel dans les deux sens. Dès qu'un usager est injecté dans le système, il est visible par les établissements. Dès qu'il est déclaré en liste d'attente par un établissement, c'est visible par la MDPH et l'usager. Alors, dans Via Trajectoire, on va accéder à un certain nombre de documents. Donc, on a un numéro de dossier MDPH qui est propre à chaque usager, qui va contenir les différentes décisions CDA-PH au cours du temps. Donc, historiquement, elles vont être bien enregistrées dans le dossier de l'usager. Sous chaque décision CDA-PH, on va avoir une orientation vers une catégorie, une ou plusieurs orientations vers des catégories d'établissements. Et sous chaque orientation vers une catégorie d'établissement, on va avoir X établissements sollicités par l'usager ou visés par la MDA, MDPH. Donc, au niveau jaune, au niveau établissement, un usager vient nous voir, on retrouve sa notification avec son numéro de dossier et sa date de naissance et on voit bien qu'il a une orientation effectivement vers notre catégorie d'établissement valable de telle date à telle date qui découle de la CDA-PH de telle date. Voilà, donc on a la vision verticale, voilà, vert, rouge, jaune. Et puis, en transversal, on voit également les autres demandes formulées par l'usager dans d'autres établissements de la même catégorie. Donc, si on le place en liste d'attente dans notre masse, par exemple, on voit si l'usager a fait d'autres demandes d'entrée dans d'autres masses en similaire au niveau national. Donc, que ce soit dans le département ou hors département, on verra toutes les masses qui ont été contactées par l'usager. Alors, bien sûr, quand il va être admis dans l'une d'entre elles, on va avoir une alerte. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, le statut qu'on donne à l'usager au sein de notre établissement, il est précis dans Via Trajectoire, et notamment le statut liste d'attente, qui est assez précis. On a un statut liste d'attente qui contient en fait 3 sous-statuts. Le premier, c'est liste d'attente, dossier reçu en cours d'analyse. Liste d'attente admissible, usager admissible sans date d'entrée prévisionnelle. Ou liste d'attente, usager admissible avec une date d'entrée prévisionnelle, quand on a une visibilité sur la date. Donc, avant cela, on n'est pas en liste d'attente. Un simple coup de fil avec un usager, ce n'est pas être mis en liste d'attente. Lorsqu'on reçoit une notification de la MDPH, on ne place pas directement l'usager en liste d'attente. Non, avant, soit on reçoit juste la notification, on la lu et on la lit, OK. Soit, si on veut, on peut déclarer un contact avec l'usager. Le placement en statut liste d'attente commence véritablement après, quand la démarche de l'usager est plus avancée pour rentrer dans l'établissement, qu'il a constitué véritablement un dossier. Donc en cours dossier reçu en cours d'analyse, ou carrément la commission interne de l'établissement a statué favorablement, donc l'usager est admissible. Et là, on a admissible avec une date d'entrée prévisionnelle ou sans date d'entrée prévisionnelle si on n'a pas de visibilité sur cette date. Suite à ce placement en liste d'attente, le statut de l'usager va évoluer au sein de l'établissement. Il peut être soit déclaré usager entré, donc il rentre dans l'établissement définitivement, il sort du statut de liste d'attente, il passe au statut usager entré, soit finalement l'usager refuse d'intégrer l'établissement. Alors on va pouvoir faire une proposition d'admission impossible au motif que l'usager refuse de s'inscrire. Ou finalement la situation a changé après des mois et puis c'est finalement une proposition d'admission impossible du fait de l'établissement qui juge qu'il n'est plus en mesure d'intégrer l'usager. Donc on peut sortir l'usager de la liste d'attente avec une admission impossible. Voilà, donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ces statuts liste d'attente, mais c'est un statut qu'on va essayer de remplir de façon précise, de façon qualitative, pour que l'outil soit plus intéressant et qu'on puisse bien identifier, par exemple, les usagers qui ont entrepris une démarche, ceux qui ne l'ont pas fait, etc., etc.
Voilà. Donc, j'ai deux questions hein, qui sont posées. Pourra-t-on voir les autres notifications, AAH, PCH, etc. Alors, non, pour le moment, Via Trajectoire concerne uniquement les notifications d'orientation hein, en établissement receveur, entre guillemets, si je peux dire. On ne va pas voir apparaître les droits, allocations, adultes handicapés, etc. Pas pour le moment. Voilà. Notre question concernant le RGPD, alors les usagers sont-ils informés par la MDPH qu'on communique des données personnelles pour alimenter Via Trajectoire? Alors là, je tiens à préciser que toutes les données personnelles qui sont injectées dans le système le sont par la MDPH. Hein. La MDPH injecte tous les dossiers dans le système, c'est un prolongement de son SI en fait. Vous ne déclarez juste qu'un statut de l'usager dans votre établissement. Vous ne mettez pas de données personnelles dans l'outil. Voilà. Donc, lors effectivement de l'inscription de l'usager à la MDPH, avec un dossier de demande d'accompagnement, il y a effectivement une information qui est faite du traitement des données personnelles dans le SI avec visibilité pour les professionnels médico-sociaux habilités que vous êtes. Voilà. On en reparlera, le sujet RGPD est un vaste sujet, effectivement, mais voilà, le traitement, si vous voulez, des données personnelles, il est du fait de la MDPH dans le système. Vous ne donnez qu'un statut. Vous n'avez pas accès en modification au dossier de l'usager. Vous ne pouvez pas même pas modifier l'adresse de l'usager, etc. Voilà, on y reviendra. Alors, les grandes fonctionnalités de Via Trajectoire Handicap, finalement, il y en a 4. La première, c'est l'annuaire des établissements et services médico-sociaux. Donc, il est national, il est exhaustif, il est basé au départ sur le référentiel FINES. Il est consultable par le grand public et il vous permet à vous, établissement, de tenir à jour votre fiche établissement à tout moment, en temps réel. Une modification effectuée, vous vous connectez, vous modifiez, vous enregistrez, c'est à jour. Voilà. Donc cet annuaire, il va permettre aux usagers de rechercher un établissement par nom, catégorie, par ressources disponibles, ressources en termes de personnel de soins, en termes d'équipements spécialisés, voilà, autour d'une ville, dans un rayon kilométrique autour d'une ville ou sinon par département, région, etc. Donc, en fonction des critères précis de recherche, seuls les établissements qui correspondent spécifiquement à ces critères vont remonter dans la recherche, dans la requête, et l'usager pourra cibler comme ça précisément les 3 établissements de Bretagne qui font absolument la spécialité dont il a besoin. Voilà, donc on va y revenir. L'annuaire, la première des grandes fonctionnalités. La deuxième, c'est la gestion en temps réel des demandes d'orientation. Donc, on l'a vu, dès que la MDPH injecte les dossiers des usagers dans le système, ils sont potentiellement visibles par les établissements ciblés, enfin par les établissements concernés par la catégorie d'orientation qui est faite. Dès qu'un établissement déclare l'usager en liste d'attente ou entrée, instantanément, c'est visible par les autres acteurs. Donc, de fait, on va avoir une visibilité également sur le nombre de places disponibles et le nombre de personnes en liste d'attente par établissement. Le nombre de places disponibles, ça va être la capacité d'accueil théorique moins le nombre d'usagers déclarés entrée. Alors, c'est un indicateur à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas une fin en soi. Cet indicateur, il faut le prendre avec prudence, bien sûr, puisque aujourd'hui, quand on déclare un usager pris en charge, ça va être du temps plein uniquement. On n'a pas la granularité qui permet de déclarer encore du séquentiel, du temporaire, etc., d'autres temporalités. Donc, voilà, on va prendre avec des pincettes ce compteur. Alors, soit dit en passant, les nouvelles fonctionnalités d'accueil temporaire, séquentiel, répit arrivent et sont mis en prod fin février. Voilà, donc ça sera l'occasion de refaire un petit cycle de formation, mais on pourra déclarer la présence des usagers le matin, le midi, l'après-midi, la nuitée, tel ou tel jour par semaine, une semaine sur 2, etc., etc. Donc, on aura une mise à jour d'un calendrier qui permettra d'avoir un planning beaucoup plus précis. Et donc aussi une visibilité sur les places disponibles beaucoup plus précise qu'actuellement, puisque actuellement, techniquement, on a des établissements qui font du séquentiel, qui ont 50 usagers déclarés entrée, alors qu'ils n'ont que 30 places. Donc, voilà. Alors, la troisième fonctionnalité, c'est la communication. La communication en temps réel entre les acteurs qui utilisent Via Trajectoire, donc entre les MDPH, les établissements, et à terme aussi les usagers.
La communication, elle permet une transparence des échanges. Elle permet une meilleure compréhension des situations spécifiques des usagers. À chaque fois qu'on va déclarer un statut pour un usager dans son établissement, on va devoir cocher un motif parmi une liste proposée. Alors que ce soit pour une entrée, pour une sortie, pour une admission impossible, il faudra cocher un motif et puis mettre une précision en caractère libre. Donc, ça va s'ajouter au dossier de l'usager et on pourra voir voilà, la situation exacte de l'usager telle qu'elle évolue en temps réel, en fait. Voilà, il est admis ici, hop, alerte ailleurs pour dire doit-il réellement être maintenu en liste d'attente, s'il a trouvé une place ailleurs, etc. etc. Donc, on a un petit peu de la coordination qui se fait avec cette communication temps réel et puis des alertes qui remontent instantanément. La quatrième fonctionnalité, ça va être l'observatoire statistique, hein, qui dit outil numérique, dit données, traitement des données. Donc, on va pouvoir sortir des statistiques à terme sur le volume des dossiers qui transitent, les demandes. On va pouvoir calculer, vous aussi, établissement, hein, vous pourrez avoir accès à vos statistiques au fil des années, au fil des trimestres, pour savoir le temps moyen entre le placement en liste d'attente et l'admission effective, par unité, par établissement, par territoire, etc. etc. Voilà. Alors, j'ai une question qui s'est rajoutée. Si l'usager ne nous contacte pas, a-t-on connaissance de son orientation vers notre établissement? Alors, c'est vrai que la pratique diffère actuellement entre les départements. Aujourd'hui, il n'y a que le Morbihan, la MDA du Morbihan, qui vise directement les établissements avec les nouvelles notifications d'orientation. Donc, si elle maintient cette pratique en utilisant les fonctionnalités via trajectoire, oui, vous recevrez directement le dossier de l'usager dans votre onglet notification. De fait, vous pourrez avoir accès aux informations de contact, téléphone, etc. Donc, il faudra revoir quelle pratique est préconisée, mais pour le moment, la règle qui prévaut dans les autres départements, c'est d'attendre que l'usager prenne contact avec l'établissement, le sollicite pour enregistrer le dossier dans le tableau de bord de l'établissement et donc lui donner un statut de soit un contact effectué, soit un placement en liste d'attente. Donc, voilà. Donc, quand l'usager nous contacte, en fait, on retrouve son dossier dans le système en lui demandant son numéro individu et sa date de naissance. On ne peut pas rechercher un usager dans le système par nom, bien sûr. Protection des données oblige. On ne peut pas rechercher dans le système tous les usagers qui ont une notification d'orientation vers ma catégorie et vers sa catégorie d'établissement. Pareil, protection des données oblige. On ne peut retrouver un usager dans le système que par son numéro et sa date de naissance. Ou si l'on a été visé directement par la MDPH qui nous a envoyé son dossier. Voilà. Alors, les apports de Via Trajectoire, c'est une lisibilité commune des parcours. Un partenariat renforcé entre les établissements et la MDPH autour de l'outil Via Trajectoire, une vraie base de dialogue sur les situations des usagers. C'est la connaissance de l'offre et des disponibilités dans les ESMS en ayant une liste d'usagers entrés et d'usagers en liste d'attente à jour. Et c'est un site grand public avec l'annuaire des établissements médico-sociaux et puis le module usager qui permettra aux usagers de se connecter à l'outil et de voir leur dossier. Voilà. Donc, pour ceux qui le souhaitent, en parallèle de cette présentation en visioconférence, vous pouvez éventuellement vous connecter à l'outil si ce n'est pas déjà fait. L'adresse est la suivante, trajectoire.santé-ra.fr. Donc, dans n'importe quel navigateur à jour, vous tapez directement cette adresse et vous accédez sur le site de connexion. Vous pouvez alors vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe reçu par mail et ainsi aller voir un petit peu de quoi ça a l'air en parallèle de la présentation théorique que je suis en train de faire.
Alors, pourquoi RA dans l'adresse? Tout simplement parce que l'éditeur de Via Trajectoire est un groupement de coopération sanitaire, hein, comme le GCS, e-Santé Bretagne. Donc là, c'est le GCS SARA, Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce sont nos amis lyonnais qui ont créé l'outil Via Trajectoire, qui l'héberge dans les hospices civils de Lyon, hein, donc en zone protégée HDS. Et donc, l'éditeur est quand même une structure à but non lucratif. C'est assez particulier pour être souligné, hein. On n'est pas dans une relation éditeur privé classique avec des intérêts financiers. Non, là, on est sur voilà, un éditeur structure à but non lucratif. Donc, l'évolution qui est portée dans le logiciel, elle est faite de façon collégiale par des représentants de toutes les régions de France, hein. On se met autour de la table, on pose vos remontées de terrain, vos suggestions, et puis tous ensemble, on vote sur celles qui sont prioritaires et on fait évoluer l'outil dans ce sens. La CNSA porte bien sûr le déploiement et la mise en place de cet outil, hein, et commande donc les développements à l'éditeur GCS SARA pour que l'outil aille dans le bon sens, dans le sens d'un outil vraiment de terrain, d'un outil métier, donc qui est fait pour vous et par vous. Voilà, établissement MDPH en région. Voilà pourquoi le RA dans l'adresse. Donc trajectoire.santé ra.fr permet de se connecter à l'outil, identifier un mot de passe reçu par mail. Alors, si vous avez oublié votre mot de passe, il faut cliquer sur le lien bleu, mot de passe oublié, sur la page de connexion et cela vous renvoie un mail sur votre adresse enregistrée avec un lien à usage unique pour redéfinir un mot de passe. Nous n'avons pas au support la vue sur les mots de passe, je tiens à le préciser. Donc, c'est à vous de le définir ou de le redéfinir en cas d'oubli. Voilà. Donc, j'ai laissé un petit peu de temps à tout le monde pour se connecter. On va pouvoir continuer tranquillement. Voilà. Donc, quand on est connecté dans l'outil, pour gérer son compte utilisateur, on va passer par le menu administration. Le menu administration, hein, il permet d'administrer son compte, il permet d'administrer son établissement. Voilà. Alors, administration Mon compte permet d'accéder aux données relatives au compte avec lequel vous êtes connecté. Bon, vous avez votre mail perso, vous pourrez rajouter votre téléphone, modifier votre mot de passe par ici également pour mettre quelque chose de plus simple. Dans la partie basse, vous avez les établissements sur lesquels vous êtes habilité. Voilà. Donc, en bas à droite, vous avez l'option de réception des alertes mail qui est cochée. Donc, en cas de nouvelle notification qui vous est envoyée par la MDPH ou de mouvement d'entrée et de sortie de votre tableau de bord, vous aurez une alerte mail. Voilà. Quand ça bouge, vous avez une alerte mail dans votre tableau de bord. Administration Mon compte. Voilà. Parlons de l'annuaire établissement maintenant. L'annuaire établissement, la première des grandes fonctionnalités de Via Trajectoire Handicap. Alors, en consultation, on va dans le menu annuaire en orange, établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. Voilà, il faut savoir que Via Trajectoire, c'est un module handicap, mais comme vous pouvez le voir, c'est également un module sanitaire pour l'orientation des patients en SSR, en soins de suite et de réadaptation. C'est un module grand âge pour l'orientation des personnes en EHPAD. Aujourd'hui, en Bretagne, on ne déploie que le module handicap. Alors, viendront sans doute à terme le module grand âge, puis certainement un jour le module sanitaire, mais pour l'instant, on n'a pas de calendrier et on va se concentrer sur le module handicap. Donc, l'annuaire, c'est l'annuaire des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. Voilà, entre parenthèses, la petite page accessible par le grand public sur le site sans authentification, ce serait comme ça. Cet annuaire, donc, comme je l'ai dit, il est basé sur le référentiel FINES, qui est aujourd'hui la référence des établissements médico-sociaux, bientôt remplacé peut-être par l'Aurore. Alors, il est consultable en accès libre. Il permet une recherche multicritère des établissements et il permet donc d'afficher une fiche descriptive de l'établissement que vous, établissement, vous tiendrez à jour vous-même, garantie de fraîcheur maximale. Avec les informations générales administratives, des plans d'accès, vous pourrez lier des photos, un livret d'accueil, enfin toutes sortes de choses. Et puis lister tous les soins médico-techniques que vous proposez, toutes les ressources que vous avez, les équipements, etc.
Alors de fait, pour les professionnels connectés que vous êtes, hein, uniquement, vous avez également l'affichage en temps réel du nombre de places disponibles et du nombre de personnes en liste d'attente dans n'importe quel établissement de France. Vous cherchez un établissement, vous allez dans sa fiche, vous allez dans l'onglet Unités et dans l'onglet Unités, vous accédez à ces informations en tant que professionnel connecté. Alors voilà le module de recherche, hein. On va remplir les différents critères, soit un nom, soit un gestionnaire ou une ressource, voilà, sur une ville, un rayon kilométrique autour d'une ville ou un département. Et puis on valide ces critères, clique sur rechercher et tous les établissements qui correspondent à ces critères vont remonter. Voilà. Donc ensuite, on peut personnaliser, mettre des photos, etc., comme je vous l'ai dit. Ensuite, si on clique sur une fiche d'un établissement, voilà, elle s'ouvre comme ceci. Et puis, on a un descriptif, une présentation, des informations générales, plan d'accès, site web, etc. Et puis, dans la partie basse, on a toutes les ressources et soins médico-techniques proposés. Donc, plus vous êtes précis et exhaustif, plus on vous trouvera sur des critères de recherche précis. Voilà. Donc, ça, c'est la page info générale. Il y a une deuxième page unité. Dans le page unité, on va avoir les différentes modalités de prise en charge dans l'établissement. Différentes modalités pour lesquelles vous avez une capacité d'accueil théorique, un agrément. Voilà, donc le grand public, hein, sur la partie gauche qu'on voit sur l'écran, voit une capacité d'accueil théorique de votre agrément. En tant que professionnel connecté, vous verrez en plus le nombre de places disponibles et le nombre de demandes en liste d'attente. Voilà, donc on peut avoir des unités, des internats, des externats, des unités d'accueil de jour, etc. Différentes modalités au sein du même établissement. Donc on mettra à jour, hein, cette fiche établissement, ce sera la première étape du travail à effectuer en atelier pratique ensemble. Mettre à jour et publier. La deuxième partie des ateliers pratiques, d'ailleurs, consistera à la gestion des orientations, donc à travers le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est vraiment l'outil phare de Via Trajectoire pour vos établissements. C'est celui qui va vous permettre d'accéder aux notifications de vos usagers, de leur donner un statut au sein de votre établissement, de placer les usagers en liste d'attente, de les déclarer usagers entrés, de déclarer les sorties, etc. au fil du temps. Vous allez avoir accès à tout un tas d'informations aussi transverses sur la situation de l'usager dans d'autres établissements de même catégorie, d'autres établissements sollicités. Alors, le tableau de bord, on y accède par le menu handicap en vert. Handicap, gérer les notifications reçues. Voilà, sur le bandeau en haut dans Via Trajectoire, vous avez handicap en vert, gérer les notifications reçues, et là, vous accédez à votre tableau de bord comme ceci. Alors, ne vous inquiétez pas, on verra vraiment tout ça en atelier pratique, hein, la manipulation réelle de l'outil, ce sera vraiment en présentiel. Ce tableau de bord, sur la partie haute à gauche, vous avez des filtres qui vous permettent de passer d'un établissement à l'autre si vous gérez une liste d'établissements de différentes catégories. Et puis, dans la partie basse, on va avoir nos listes d'usagers déclarés, classées dans chaque onglet en fonction du statut qu'ils vont prendre au sein de l'établissement. Alors, l'outil est très visuel. À chaque statut que va prendre l'usager dans mon établissement, il va correspondre une icône. Donc, le scénario classique est le suivant. Si je reçois une notification de la MDPH, j'ai la notification dans mon onglet notification avec une icône flèche. Si je clique dessus, l'icône passe à l'œil. Si je déclare un contact avec l'usager, l'icône passera au petit téléphone. Si je place l'usager en liste d'attente, il aura alors une icône sablier. Si je déclare l'usager entré, il aura une icône porte verte. On peut déclarer un changement de situation pour un usager entré. Et enfin, une sortie, il prendra cet usager l'icône porte rouge sortie. Voilà. Donc, de gauche à droite, on a l'évolution chronologique des différents statuts pris par l'usager au sein de mon établissement au fil du temps. Donc, ça peut prendre des années entre la première notification et la sortie finale de l'usager de l'établissement après un passage. Bien sûr, ça peut prendre des années. Donc, on a vraiment ce passage par tous ces types de statuts. Alors, on a la petite particularité de l'admission impossible pour un usager, comme j'évoquais tout à l'heure, avec lequel vous êtes en contact ou qui est en liste d'attente déjà.
Ben, il se peut que vous deviez faire une admission impossible. Donc, vous indiquez un motif, une précision. Voilà. Alors, l'établissement n'arrive pas à contacter l'usager après 10 tentatives vaines depuis plus d'un an. Il faut qu'on sorte l'usager de la liste d'attente. On n'arrive pas à le contacter. Admission impossible proposée. Cette admission impossible, elle est envoyée sous forme d'événement à la MDPH qui doit entériner cette admission impossible, la valider. Alors, à minima, c'est prendre acte des informations que vous indiquez, motif, précision d'admission impossible. Et puis, si la MDPH a des informations additionnelles à rajouter dans le dossier, par exemple, un contact qui a changé, elle peut ne pas valider cette admission impossible, compléter le dossier, rajouter un commentaire et auquel cas, le statut de la demande de l'usager reprend le statut précédent dans votre tableau de bord pour être potentiellement traité avec les informations additionnelles. Voilà. Donc, dans la plupart des cas, l'admission impossible, c'est juste une prise d'information. OK, c'est noté, validé et l'admission impossible est entérinée et du coup, la demande de l'usager sort définitivement du tableau de bord. Enfin, définitivement, elle passe dans l'onglet sans suite et notification admission impossible entérinée. Et puis, elle reste dans l'onglet sans suite. Après, si l'usager change d'avis, il peut vous recontacter à tout moment. Tant que ses droits d'orientation sont actifs, sont en cours, vous pouvez réactiver sa demande à tout moment. Donc, il vous recontacte. Il nous recontacte. En fait, on réactive tout simplement avec une flèche circulaire qui permet de réinjecter l'usager en liste d'attente. Voilà. Donc, il y a beaucoup de retours arrière qui sont possibles dans l'outil, ne vous inquiétez pas. Le principe de base, c'est que tant que l'usager a des droits en cours, il peut faire toutes les demandes qu'il veut. Voilà. Alors, pour les ESAT, on a la petite particularité de la période d'essai ESAT. La période d'essai ESAT, elle sera symbolisée par la petite clé à molette verte. Période d'essai qui peut être non concluante, malheureusement, clé à molette rouge, ou période d'essai qui peut être concluante et amenée à intégrer l'usager définitivement. Porte verte, on reprend le schéma classique. Alors, j'ai une petite question qui est tombée. Les notifications papier ne seront plus envoyées aux établissements. Effectivement, vous avez vu juste. C'est un outil de dématérialisation. Donc, à terme, les notifications papier ne seront plus envoyées aux établissements. Elles seront transmises par via trajectoire assez rapidement. Ça a déjà été, c'est déjà le cas en Ille-et-Vilaine. Ils ont déjà supprimé les notifications papier aux établissements du fait de via trajectoire, bien sûr. Bon, les notifications vers les usagers perdureront, bien sûr. Alors, on a vu les différentes icônes de statut. Eh bien, en fonction du statut pris par l'usager dans mon tableau de bord, celui-ci va se retrouver classé dans tel ou tel onglet du tableau de bord. Voilà, automatiquement. Donc, les notifications reçues et lues, c'est le premier onglet. Si on déclare un contact avec l'usager, c'est le deuxième onglet. Si on place l'usager en liste d'attente, c'est le troisième onglet, liste d'attente. C'est logique. Donc, quand on déclare ensuite l'usager entré, c'est dans l'onglet suivant. Les sorties et les décisions renouvelées, c'est l'onglet suivant. Les sans suite et les admissions impossibles entérinées, c'est encore le suivant. Et enfin, on a l'onglet archivé. Donc là, c'est les notifications qui sont expirées, plus 3 mois et qui sont pour les usagers déjà sortis. Voilà, donc c'est juste un historique qui est conservé des anciennes notifications. Alors, voilà, ce tableau de bord, il est très visuel. C'est votre tableau de bord. Vous allez pouvoir l'organiser un petit peu comme vous voulez. On va également avoir à noter des traitements automatiques qui vont être proposés dans l'outil pour un usager qui est en liste d'attente. Par exemple, un usager fait une demande dans 3 masses différentes. Masse A, masse B, masse C. Donc, il est en liste d'attente dans chacune d'entre elles. Au moment où il va être déclaré usager entré en masse A, le système va envoyer une alerte et va demander est-ce que l'usager souhaite néanmoins conserver ses demandes en masse B et en masse C. C'est toujours le souhait de l'usager qui prévaut. S'il souhaite maintenir parce que tel est son projet, il en a le droit. Donc, vous pouvez cliquer maintenir. Sinon, vous cliquez sur ne rien faire et il y a lancement d'une suppression automatique sous 48 heures de la demande de l'usager dans les établissements B et C au motif qu'il a été intégré définitivement dans l'établissement A. De l'autre côté, dans les établissements B et C, ils vont également avoir une alerte. L'icône de statut de l'usager dans leur liste d'attente, elle était donc une icône sablier, elle va passer
voyez en bas de l'écran, elle va passer à l'icône croix rouge avec chronomètre. Cela indique une annulation automatique en cours. Hein. Donc, en cliquant sur cette icône, vous voyez que l'usager a été admis ailleurs. Et là, vous prenez contact avec lui pour savoir s'il souhaite maintenir néanmoins chez vous ou pas. Si n'y a pas si vous ne cliquez pas maintenir voilà, dans ce délai de 48 heures, la demande de l'usager est supprimée automatiquement et il passe automatiquement dans l'onglet sans suite avec une croix rouge, notification annulée automatiquement au motif que l'usager a été admis dans tel autre établissement ailleurs. Alors, pas de panique, même si l'usager change d'avis une semaine, 2 semaines, un mois après, encore une fois, s'il vous recontacte, vous allez dans l'onglet sans suite et vous réactivez la demande de l'usager avec une flèche bleue qui vous permet de le rebasculer en liste d'attente. Tant qu'il a des droits en cours, tout est possible. Voilà les petites fenêtres que vous aurez. Donc, le premier établissement A qui accueille l'usager doit cocher s'il souhaite absolument maintenir l'usager, la demande de l'usager dans les autres établissements sollicités. Par défaut, ne rien faire autorise le lancement d'une suppression automatique. Dans le tableau de bord du deuxième et troisième établissement, vous voyez l'icône de statut liste d'attente va automatiquement passer à annulation en cours. Si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a une annulation automatique qui est programmée pour telle date. Et là, vous appelez l'usager et vous lui demandez s'il souhaite néanmoins maintenir chez vous ou non. S'il souhaite maintenir, vous cliquez sur la petite fenêtre là, maintenir. S'il ne souhaite pas maintenir, vous cliquez sur ne rien faire. Et la poursuite automatique se poursuit. Et à terme, dans la partie basse, la demande de l'usager passe automatiquement dans l'onglet sans suite. Annulation automatique. Vous pouvez la réactiver avec la flèche récursive bleue tout à droite sur simple demande de l'usager. Voilà, on n'a pas réagi assez vite. On réactive et on rebascule l'usager en liste d'attente. Mais par défaut, la règle, c'est un usager qui a trouvé une place définitive, entre guillemets, ailleurs, une solution ailleurs, n'a pas forcément vocation à rester en liste d'attente chez vous. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Rien que sur l'île-et-Vilaine, on a eu 1500 suppressions automatiques comme ça, d'usagers qui avaient une place ailleurs. Et en fait, les établissements dans lesquels il était en liste d'attente n'avaient jamais été informés. Voilà, donc dès le démarrage, on a eu quand même une purge comme ça, des listes d'attente qui a été un petit peu raccourcie. La suppression automatique. Alors voilà, je reviens un petit peu sur les statuts liste d'attente. On a 3 sous-statuts ou statuts liste d'attente. Le premier, c'est dossier reçu en cours d'analyse, demande d'admission reçue. Voilà. Le deuxième, c'est admissible. La commission de l'établissement a statué favorablement, mais on n'a pas de visibilité sur la date précise de rentrée, donc admissible sans date. Et le troisième, sablier formulaire vert, admissible avec date, admis, quoi. Donc, la commission a statué favorablement et en plus, on a une visibilité précise sur la date d'entrée. Voilà, donc on peut être en simple contact avec l'icône téléphone. Et puis, quand on reçoit une notification de la MDA, c'est pas de statut du tout, hein, c'est juste une notification qui est là, qu'on peut lire. Donc, icône flèche ou œil dans l'onglet notification. Voilà, hein. Je récapitule une dernière fois. Hein. Donc, quand on est en contact avec un usager, si la démarche est vraiment engagée, on peut dire qu'elle est en liste d'attente en cours d'analyse avec un début de dossier constitué. Et puis, quand la commission a déjà statué, hein, c'est admissible sans date ou admissible avec une date prévisionnelle. Voilà. Donc ça permettra aussi de voir les usagers en fonction, de voir l'avancée des démarches des usagers dans les établissements, d'avoir un petit peu plus de finesse. Alors, les détails qu'on va voir pour un usager au niveau du tableau de bord. Hein, vous avez une ligne par usager dans votre tableau de bord. Qu'est-ce qu'on voit comme information sur cette ligne? De gauche à droite, on va voir tout ça. On va voir d'abord le statut de l'usager dans votre établissement avec l'icône. On va voir la précision relative au statut actuel, à quelle date il a été placé dans ce statut-là.
On va avoir le type d'orientation, cible ou alternative. Alors, par exemple, pour des enfants qui deviennent adultes, on peut avoir une orientation cible vers un établissement adulte, mais sous amendement Creton, il reste en maintien dans l'établissement enfant, donc c'est l'orientation alternative. On va avoir la priorité de la décision, priorité qui pourra être de 1 à 5 et qui va être fixée par la MDA. Pour l'instant, ce n'est pas encore utilisé, mais ça pourra l'être. Une priorisation, voilà, de 1 à 5 de la notification d'orientation. On a ensuite le numéro d'individu qui est cliquable, qui est en entre parenthèses la MDPH de référence. On a le sexe, l'identité, l'établissement concerné, l'unité d'accueil, la date de décision CDAPH, décision, la durée de validité des droits, démarre à telle date, finit à telle date, la date de modification du dossier de l'usager dans le système, si on a rajouté des commentaires ou autre. Et puis l'icône verte qui ressemble à un building, c'est le récapitulatif des notifications. Donc, c'est les récapitulatifs des établissements sollicités pour cette même notification d'orientation. Et enfin, le petit formulaire, c'est juste une note interne qui n'est visible que par votre établissement. Donc, de gauche à droite, on a pas mal d'informations, dont certaines sont cliquables. Je vais vous montrer lesquelles. On a également des petits indicateurs visuels. La durée de validité de la décision qui apparaît en orange, c'est une fin de droit à moins de 6 mois. Si la durée de validité est rouge, c'est des droits déjà expirés. Voilà, donc ça permet d'anticiper un petit peu avec la famille ou l'usager, savoir si la procédure de renouvellement a bien été entamée. Voilà tout ce qu'on peut voir. Donc, le numéro individu va être cliquable, le nom va être cliquable. Quand on clique sur le nom, on ouvre le dossier de l'usager, comme ceci. Donc, on a une version un peu édulcorée là, mais plus ça va aller, plus les informations sur la décision en orange, en bas à gauche, vont être étoffées. On va avoir vraiment plusieurs pages avec la consolidation du lien entre Via Trajectoire et le SI harmonisé de la MDPH. Tout ça va monter en puissance. On a le statut de la notification, le statut de l'usager dans l'établissement en haut à gauche. On a les informations sur la notification, le SMS, en haut à droite en rouge. On a la note interne en bleu, là, qui est donc visible que par votre établissement, qui s'affiche sous forme de petit formulaire dans l'écran d'avant. L'historique, en bas à droite, en vert, l'historique du statut pris par l'usager au sein de votre établissement, et puis qui est la personne connectée qui a fait la modif. Donc, c'est là que c'est bien important de se connecter avec son compte perso, pas de compte de service. Voilà, donc là, on a cliqué sur le nom de l'usager dans son tableau de bord, on a ouvert son dossier comme ceci, et puis pour changer son statut dans l'établissement, c'est le petit menu déroulant au milieu là, ici. Donc, on sélectionne le statut à appliquer à l'usager. Donc, soit on le met usager entrée, soit on le met en liste d'attente. Là, on peut faire une sortie, etc. Voilà, on sélectionne l'action. Donc, soit on déclare un contact effectué, liste d'attente, usager entrée, admission impossible. Voilà les actions qu'on peut sélectionner. Donc, elles changent en fonction du statut que l'usager a déjà. Bien sûr, la sortie ne sera accessible que sur un usager déjà entré. Et en fonction du statut qu'on applique à l'usager, son dossier va se retrouver dans tel ou tel onglet de mon tableau de bord. Alors, si je clique sur le petit building dans mes listes tableau de bord, le petit building, ça me donne la liste des établissements sollicités en parallèle du mien. On peut l'avoir également avec le petit bouton afficher toutes les notifications dans le dossier de l'usager quand on a cliqué sur son nom. Donc là, je vois la liste des ESAT, par exemple, sollicités par cet usager, et je vois le statut de l'usager dans chacun d'entre eux. Donc, il est en liste d'attente à la Hautière, il a été admis aux ateliers de la Mavillée. Voilà. Donc, je vois à droite que l'initiateur, c'est le SMS. Donc, c'est le SMS qui a pris l'initiative d'aller chercher le dossier de l'usager dans le système. On peut donc, sur contact de l'usager, il n'a pas été notifié par la MDPH. L'établissement n'a pas été visé, on va dire, par la MDPH. Pour accéder au parcours de la personne en situation de handicap, je clique sur son numéro individu dans mon tableau de bord. Je clique sur le numéro individu. Et là, j'ai
la liste des orientations qu'il a. Donc, sous son numéro individu, je vais avoir sa liste d'orientation. Donc, je ne vois que les orientations de catégorie sur laquelle je suis habilité. Hein. Si je travaille sur une masse, je vois les orientations masse. Si je travaille sur un IME, je vois les orientations IME. Voilà. Alors, il y a des passerelles qui sont faites, hein, masse, femme, IME, CESAD, etc. Mais par défaut, si vous travaillez sur un IME, vous ne verrez pas forcément toutes les orientations, toutes les catégories vers lesquelles l'usager possède une orientation. Le petit formulaire, les deux petits formulaires verts qui se chevauchent à côté du numéro d'individu vous indiquent toutefois que l'usager a plusieurs décisions d'orientation. Alors, le renouvellement de droit, eh bien, vous recevrez dans votre tableau de bord les nouvelles notifications avec les nouvelles durées de validité hein, pour vos usagers déjà entrés. En cliquant dessus, le système détectera un doublon. Attention, cet usager est déjà au statut entrée dans votre établissement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette nouvelle notif remplace la précédente? Oui, bien sûr. Et puis donc, le statut de l'usager ne change pas. La nouvelle durée de validité de droit s'applique. L'ancienne notification expirée passe en renouvellement, dans l'onglet renouvellement, et la nouvelle s'intègre dans les usagers entrés avec la nouvelle durée de validité de droit pour des années. Alors, il y a une question qui est tombée. Est-ce possible d'extraire des statistiques avec les différents statuts? Absolument. Hein, absolument. Vous pouvez, via le module observatoire, extraire les statistiques de vos établissements, de votre établissement, de vos établissements, en listant voilà, tous les statuts au cours du temps, sur l'année, sur le trimestre, le semestre, voir combien vous avez fait d'admissions, en combien de temps, et combien de refus, combien d'admissions impossibles, combien de… Tous les statuts, vous pouvez tout tracer. Voilà, donc les statistiques hein, seront accessibles aussi dans une plus large mesure aux départements, aux ARS, de façon anonymisée. Eux n'ont pas accès au nom des usagers, mais ils verront voilà, le volume de dossiers en attente sur les IME de tel ou tel territoire, par exemple. Voilà, c'est un petit peu aussi le but de l'outil. Voilà pour les renouvellements. Alors, on va attaquer encore un petit peu plus en détail les mises en situation dans l'outil. Hein. J'aborde encore un degré encore supérieur de précision dans l'outil. Le prochain, ce sera l'atelier pratique. Alors, dans l'outil, comment finalement placer une personne en liste d'attente ou déclarer l'entrée d'un usager qui nous contacte, comment on le retrouve et qu'on l'intègre dans notre tableau de bord. C'est bien ça finalement le but de l'outil. Constituer ces listes d'usagers entrés et en liste d'attente. Eh ben, je vais vous montrer pas à pas comment faire ça hein, dans l'outil. Dans l'outil, pour ajouter une notification à son tableau de bord, donc on se place dans son tableau de bord, hein, menu handicap, gérer les notifications reçues. On va ne cocher qu'un seul établissement dans notre liste, dans le champ ESMS en haut à gauche, puisqu'on ne va pouvoir déclarer un usager que sur un seul établissement à la fois. Donc, on coche un seul établissement et là, on a le bouton à droite « Rechercher une notification » qui s'active. Ce bouton « Rechercher une notification » va nous permettre d'aller rechercher l'usager dans le système global. On clique dessus, « Rechercher une notification », puis on a une petite fenêtre qui apparaît. Donc, par défaut, il vous place sur votre MDPH, MDA du département, mais si l'usager vient d'ailleurs, vous changez sa MDPH de référence. Vous mettez son numéro d'individu, sa date de naissance. Ce sont les deux informations nécessaires pour retrouver un usager dans le système de façon un peu réglementaire. Numéro individu, date de naissance, vous cliquez sur rechercher et là vous allez pouvoir être confronté à 4 scénarios possibles finalement quand même. Hein. Le premier, le dossier existe, l'usager est connu dans le système et il a bien une notification d'orientation qui correspond à ma catégorie d'établissement. Très bien, très simple, parfait. On va voir comment on continue. Le deuxième, le dossier existe, l'usager est connu dans le système, mais il n'a pas d'orientation vers ma catégorie d'établissement. Donc, s'il n'a pas d'orientation vers votre catégorie d'établissement, vous n'allez pas pouvoir l'intégrer à votre tableau de bord. Il faut bien sûr qu'il en fasse la demande auprès de la MDPH.
Donc là, on va avoir ce deuxième cas. Troisième cas, le dossier n'existe pas carrément. Hein. Inconnu au bataillon, je ne retrouve pas mon usager dans le système. Et pour cause, la MDPH dont il dépend n'est pas encore connectée à Via Trajectoire. Alors, ça arrive encore quelquefois. Hein. Je pense que les départements qui n'ont pas encore déployé Via Trajectoire se comptent sur les doigts d'une main. Donc, ils ne seraient pas confrontés très souvent, a priori, et de moins en moins, j'espère. Néanmoins, on va voir comment on peut traiter cela. Le dernier scénario, le dossier n'existe pas, l'usager n'est pas connu dans le système. Et pourtant, sa MDPH est bien connectée et utilise Via Trajectoire. Donc là, s'il a bien la bonne orientation, que la MDPH est connectée, normalement, ils ont injecté les dossiers dans le système. On va voir comment faire pour les retrouver. 4 scénarios. Voilà, donc le premier, numéro individu, date de naissance. Hop, je tombe directement sur la notification de mon usager qui est orienté vers la bonne catégorie d'établissement, mon établissement, parfait. Je clique sur le bouton « Créer la notification », ça m'ouvre le dossier de l'usager et ça me crée sa notification dans mon tableau de bord. Donc, je n'oublie pas de lui sélectionner une action, de lui appliquer un statut au sein de mon établissement. Donc, soit je déclare usager entrée pour le démarrage, soit je le place après en liste d'attente, sinon, ou en simple contact, si c'est un premier contact. En tout cas, il ne faut pas oublier de lui donner une action, de lui donner un statut, pardon, dans mon établissement. Et je valide. Et voilà, mon usager est entré. Deuxième cas de figure, numéro individu, date de naissance. Le système m'indique que le dossier de l'usager ne contient pas d'orientation vers ma catégorie finesse, vers ma catégorie d'établissement. Et bien là, à vérifier avec l'usager, mais s'il n'a pas fait la demande d'orientation, vous n'allez pas pouvoir l'intégrer dans votre établissement. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, vous l'aurez orienté vers la MDPH pour qu'il en fasse la demande. Si ce n'est pas encore effectif, de la même façon, vous ne pourrez pas retrouver votre usager. S'il n'est pas encore passé en commission et que ce n'est pas validé, si ça n'a pas été injecté par la MDPH, vous ne pourrez pas techniquement récupérer son dossier pour le mettre dans votre tableau de bord. Bon, c'est déjà le cas aujourd'hui, j'ai envie de dire. Alors, le troisième scénario, là, numéro individu, date de naissance, je ne retrouve aucun dossier du tout, rien. Ça m'indique MDPH de Moselle non connecté. Ils n'ont pas encore déployé la trajectoire. Donc, de fait, ils n'ont pas encore injecté tous leurs usagers dans le système. Eh bien, exceptionnellement, de façon temporaire, vous avez le droit de créer un dossier à la place de la MDPH. Donc, on imagine que vous avez la notification papier de l'usager devant les yeux. Vous cliquez sur le bouton « Créer un nouveau dossier » et vous allez remplir à minima, exceptionnellement, les informations du dossier de l'usager. Donc, nom, prénom, sexe, le strict minimum, encadré en rouge. Date de décision CDAPH, valide de telle date à telle date. Normalement, la création du dossier d'un Via Trajectoire, je vous rappelle, c'est la MDPH. Bon, là, vous cochez ces cases-là, vous créez la notification associée et vous pouvez comme ça avoir un dossier de l'usager dans votre tableau de bord sur lequel vous n'oubliez pas de mettre un statut. Voilà, donc quand le département déploiera le Via Trajectoire, il listera tous les dossiers, il les vérifiera un par un. C'est ce qu'on a fait pour le 56. Certains usagers avaient déjà été rentrés dans d'autres établissements hors département, alors que la MDA n'avait pas encore, ne s'était pas encore saisie de la trajectoire, n'avait pas encore injecté les usagers. Voilà. Donc on a repris tous ces dossiers, il y en avait une soixantaine, je crois, et on a tout revérifié un par un. Voilà. Le dernier cas de figure, numéro individu, date de naissance. Et puis, à première vue, au départ, il ne vous trouve pas l'usager. Alors là, s'il vous plaît, faites bien la recherche étendue. Pourquoi il va falloir faire la recherche étendue? Parce que la recherche étendue va nous permettre de rechercher, de lancer un algorithme qui va chercher sur la date de naissance de façon plus profonde. Sur la date de naissance, et va vous sortir finalement une identité avec la bonne date de naissance qui correspond. On va vérifier l'identité de cet usager en cliquant sur le bouton sélectionner. On a accès derrière au nom de l'usager, donc on vérifie bien son nom. Et on peut enfin créer la notification dans son tableau de bord.
Alors, pourquoi il va falloir faire la recherche étendue dans certains cas au démarrage? Parce que jusqu'à présent, un usager était identifié avec un numéro de dossier MDPH auprès de sa MDPH. Malheureusement, il pouvait avoir plusieurs usagers de la même famille sous le même numéro de dossier MDPH. Donc, pour le système, c'est pas possible, hein, il faut vraiment un numéro unique par individu. Donc, les MDPH passent au numéro individu qui garantit voilà, l'unicité. Donc, ce numéro individu, vous ne l'aviez pas forcément jusqu'à présent. Alors, il figure sur toutes les nouvelles notifications papier maintenant. Par ailleurs, vous avez un tableau de correspondance ancien numéro MDPH, nouveau numéro individu qui vous a été transmis. Bon, sinon, la recherche étendue que je viens de vous montrer nous permet de toute façon de retrouver nos usagers en faisant un filtre sur les dates de naissance et en vérifiant l'identité après au cas par cas de l'usager, des usagers trouvés. Voilà, donc dans 99% des cas, on retrouve nos usagers avec cette solution de démarrage, voilà, à cause du changement de numéro. Voilà, ça va être utile de passer au numéro individu. J'ai eu un cas de figure cette semaine encore de 2 sœurs jumelles qui avaient donc le même numéro de dossier MDPH, mais qui avaient également la même date de naissance. Donc c'était un peu compliqué. Voilà. On vérifie, on crée la notif et puis derrière, on n'oublie pas de mettre un statut à notre usager. Voilà. Donc, si c'est un premier contact, on indique contact effectué. Et à chaque fois, vous allez voir, on va devoir mettre un motif, une précision. Donc, contact, quel type de contact? Hop, motif, précision. Je déclare l'usager en liste d'attente. Voilà, donc date de mise en liste d'attente. On l'associe à une unité, donc un mode de prise en charge de l'établissement et on valide. Liste d'attente, alors admissible. Si je mets une date d'entrée prévue, j'ai admissible avec date, formulaire vert. Si je ne mets pas de date d'entrée prévue, j'ai admissible sans date, formulaire rouge. Toujours une date de mise en liste d'attente, s'il permet de trier éventuellement pour savoir chronologiquement qui arrive en liste d'attente, tout ça. Et puis une unité d'accueil obligatoire pour tout placement en liste d'attente ou usager entrée, on l'associe à une unité d'accueil de l'établissement. Si je place l'usager au statut usager entrée, vous voyez, date d'entrée dans l'établissement, ce sera des informations qu'il faudra amener en atelier pratique. Je vous redirai ça par mail. Date d'entrée, unité, et je valide. Pour une sortie, de la même façon, date de sortie, motif. Donc, vous voyez que qu'il y a beaucoup de motifs de sortie. Donc, on coche celui qui correspond le mieux à la situation réelle, précise, et puis on précise en caractère les petites spécificités. Voilà, on a de l'hospitalisation, du décès, on a du départ en EHPAD, on a pas mal de choses, de la démission pour les ESAT, etc. On a tout simplement la fin de contrat de prise en charge aussi. Voilà, donc on a beaucoup de choses. À chaque fois, motif, précision. Pour une demande de réorientation, voilà, c'est un statut dont je n'ai pas trop parlé là, le petit S orange. Pour un usager qui est déjà admis dans votre établissement, qui est donc usager entrée, vous pouvez déclarer une demande de réorientation, c'est-à-dire un changement de situation sinon. Voilà, la situation de santé de l'usager peut évoluer, peut aussi se détériorer. Ça peut être simplement un changement aussi des souhaits de l'usager qui arrive. Donc, vous pouvez indiquer ce changement, motif, précision, et au moins l'information sera visible instantanément par la MDPH. Voilà, donc pour rappel, Via Trajectoire pour le moment, c'est le démarrage. Via Trajectoire ne se substitue à aucune démarche administrative existante. C'est-à-dire que pour les demandes de renouvellement, l'usager ou ses aidants doivent toujours faire la demande de renouvellement auprès de la MDPH. Pour une demande de réorientation, vous devez toujours faire la demande de réorientation à la MDPH. Là, pour l'instant, on est sur la déclaration d'une information. C'est tout à fait facultatif, informatif. Ça ne déclenche pas de réelle procédure derrière pour le moment.
pour le moment. Donc, après, on pourra encore réinterroger les pratiques de la MDA une fois que l'utilisation de l'outil sera bien consolidée, sera bien adopté. Ben, voilà, il va falloir se mettre effectivement tous autour de la table et savoir comment on s'organise. Voilà, échanger les bonnes pratiques entre les différentes MDPH bretonnes et de France d'ailleurs, et puis harmoniser un petit peu voilà, les orientations, harmoniser les pratiques, etc. Fluidifier un peu tout ça. Voilà. Alors, j'ai une question qui est tombée. La MDA du Morbihan spécifie le nom des établissements sur les notifications d'orientation. Cet usage va-t-il cesser une fois Via Trajectoire mis en place? Je ne sais pas. Je ne saurais vous dire, justement. Ça fera partie, effectivement, des sujets à aborder, à mettre sur la table pour lisser un petit peu les pratiques. Hein. Effectivement, c'est une pratique du Morbihan. Ce n'est pas une pratique qui a lieu dans les autres départements. Alors, en Ille-et-Vilaine, ils notifient quand même les établissements sur le champ de l'enfance uniquement. Dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, ils ne notifient pas. Voilà, en MDA, c'est tous les établissements. Techniquement, ils vont pouvoir continuer de le faire hein, et vous envoyer directement les nouvelles notifications d'orientation. Auquel cas, elles tomberont directement dans votre tableau de bord dans le premier onglet, notification. Pour action ou pas, voilà, il faudra qu'on pose un petit peu ces pratiques, qu'on mette à plat et qu'on voit avec le département si ce sont des pratiques qui vont perdurer ou pas. Est-ce que si vous recevez les nouvelles notifications directement, est-ce que vous êtes habilité à prendre contact avec les usagers, prendre l'initiative? Je ne saurais vous dire pour le moment. Techniquement, tout est possible. Après, c'est pas l'outil qui définit la pratique. L'outil, ça reste un outil. Les pratiques, elles doivent être définies en fonction des possibilités qui nous ont offertes, qui sont offertes, mais aussi en fonction du cadre réglementaire et de l'harmonisation des pratiques entre les départements. Donc, on tâchera d'y répondre et on verra quelles sont les consignes au niveau département. Enfin, c'est vraiment là à voir au niveau du département. Voilà. Alors pour les ESAT, je reviens à la présentation, hein, une petite, la période d'essai ESAT qui est symbolisée par la clé à molette verte. Donc si on a placé un usager en période d'essai, on peut le placer ensuite en période d'essai non concluante, hein, malheureusement. Alors pour les admissions impossibles, c'est important, vous voyez qu'il y a beaucoup de motifs. Donc normalement, on arrive à faire rentrer tous les cas de figure hein, dans la liste proposée. Donc, on a éloignement géographique, plateau technique pas adapté, ressources de l'ESMS ne sont pas suffisantes, l'usager refuse d'adhérer au projet de vie, le décès, le SMS n'arrive pas à joindre l'usager, on a pas mal de choses. Alors, il vous manque, hein, selon vous, un motif important, vous pourrez nous faire remonter, je vais vous parler après du circuit des remontées, des demandes d'assistance, et puis on pourra essayer, si c'est pertinent, de le faire rajouter. Mais bon, là, d'expérience sur les 3 premiers départements, normalement, on trouve quand même, le motif approprié pour tout type de situation. Alors bien sûr, il faut préciser, hein, éloignement géographique, pourquoi? Voilà, c'est arrivé sur le 22, des admissions impossibles qui étaient proposées pour, des enfants dans des structures. Éloignement géographique, à première vue, on regardait, avec la MDPH, ils disaient: «Bah, bizarre, comment ça?» Et puis la précision, là, était très éclairante. Effectivement, bah, l'enfant, par exemple, avait un projet de scolarisation dans le département voisin, à l'est. Donc il était préférable qu'il soit pris dans un établissement enfant, sur l'est du département et pas, plein ouest, ce qui aurait compliqué, les choses. Voilà, donc là, on a des précisions qui prennent tout leur sens et qui permettent d'expliquer, voilà, un motif indiqué, un motif coché. Voilà. Alors sur des refus, hein, pareil, d'adhérer au projet de vie, c'est assez vague. On peut quand même mettre des précisions sur la situation particulière de l'usager, qui refuse, quoi. Voilà, l'idée, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment l'outil de la transparence, c'est vraiment, l'idée, c'est une meilleure compréhension des situations spécifiques. Il n'est pas question de forcer qui que ce soit, à quoi que ce soit. Il est question de comprendre, pourquoi on a des usagers qui se retrouvent dans telle ou telle situation, pourquoi on a des usagers qui sont, voilà, dans des difficultés récurrentes à trouver un établissement et cetera et cetera. Donc les cas complexes, quoi. Tracer ces cas-là pour peut-être derrière pouvoir essayer de leur proposer quelque chose de plus adapté, de plus spécifique, de plus personnalisé, quoi.
Voilà, c'est un outil qui lève un peu le voile, c'est l'outil de la transparence pour une meilleure compréhension des cas. Alors, les admissions impossibles, elles doivent être entérinées par la MDPH, validées à minima, afin qu'elles sortent de votre tableau de bord définitivement. Si une admission impossible a été entérinée, on peut réactiver la demande de l'usager. Je vous l'ai dit, on peut faire un retour arrière. Si la MDPH ne valide pas l'admission impossible, le statut de l'usager prend son statut précédent dans votre tableau de bord, donc il peut retourner au statut juste notification lue ou contact effectué pour être traité potentiellement. Mais il n'y a pas d'obligation derrière d'urgence à intégrer un usager pour laquelle l'admission impossible n'a pas été validée forcément. Alors, l'annulation d'une notification, c'est exclusivement la prérogative de la MDPH. Vous, en tant qu'établissement, vous ne pouvez pas annuler purement et simplement un usager de votre tableau de bord. Une fois qu'il a entrepris un parcours, une démarche, eh bien, on doit faire évoluer les statuts dans l'ordre logique. Donc, on peut faire des sorties, on peut faire des admissions impossibles, mais on ne peut pas annuler une notif d'un usager dans son tableau de bord. Il n'y a que la MDPH qui peut annuler purement et simplement une notification pour la simple et bonne raison que c'est la MDPH qui injecte toutes les nouvelles notifications dans le système. Donc, déjà, en cas d'erreur, elle doit pouvoir annuler. Et puis aussi, en cas de décès, par exemple, la MDPH peut désactiver, annuler une notification dans le système et automatiquement, tous les établissements qui avaient été contactés, qui étaient en démarche avec l'usager, la notif de l'usager, hop, elle va disparaître. Enfin, elle va être classée sans suite pour cause d'essai, annulation pour cause d'essai. Donc voilà, on a un peu une centralisation aussi là de l'annulation dans certains cas de figure. Voilà, donc pour les travaux pratiques, ça ne sera pas pour aujourd'hui, après la pause, ce sera en atelier présentiel sur les prochains jours ou le 3 novembre. Donc voilà, encore une fois, venez, n'hésitez pas, c'est rapide mais efficace. Voilà, on commence vraiment à travailler sur vos données et puis toutes les personnes qui viennent sortent de là avec beaucoup plus de confiance et de maîtrise de l'outil. C'est un coup de main à prendre. Somme toute, l'outil est assez visuel et assez intuitif. Donc, n'hésitez pas. Alors, on constituera vos listes d'usagers, on mettra à jour votre fichier établissement, puis je vais vous montrer un petit peu toutes les astuces. En termes d'assistance technique et de remontée, je termine par ça. Le GCS e-santé Bretagne est responsable du déploiement. Donc, on va centraliser toutes vos demandes d'évolution, vos suggestions, vos remarques. Tout ce que vous pointez du doigt, on va lister ça et puis on va remonter ça au niveau national en groupe de travail avec des représentants de chaque région, représentants du déploiement, mais aussi parfois sur certains groupes de travail des représentants des établissements ou des MDPH. Et puis, on porte vos suggestions nationales, elles sont priorisées, votées. Et puis, ensuite, les développements sont effectués. De nouvelles versions en nouvelles versions, l'outil s'améliore. Et il s'améliore beaucoup, il s'améliore vite. On a pas mal de choses, de nouveautés qui sont arrivées déjà depuis les premiers départements bretons déployés. Ça va vite. Voilà. Donc, on passera par les référents structures pour organiser des ateliers de retour de terrain, pour avoir justement aussi votre avis sur certaines problématiques qui se posent, sur certaines évolutions qu'il faudrait mettre en place. Alors, sur 2020, on a l'observatoire statistique sur lequel il y a eu des groupes de travail. Il y a l'atelier sur la gestion de l'accueil temporaire et séquentiel. Alors, ils ont pris un peu de retard sur la livraison de ce nouveau module qui devrait être mis en production fin février pour l'accueil temporaire et séquentiel. Donc, avec, comme je l'ai évoqué, une possibilité de déclarer plus finement l'accueil des usagers en séquentiel sur la semaine, en déclarant un peu en mode atelier les matins, midi, après-midi, nuitée, etc. Avec mise à jour automatique de planning
individuelle pour les usagers et donc mise à jour de calendrier dispo, etc. Là, de façon plus proche, on a une version 6.4 qui va arriver le 3 novembre et qui va apporter des nouvelles fonctionnalités pour faciliter la procédure de renouvellement des usagers, des meilleures statistiques également. Et puis, on va avoir voilà, un petit message sur le RGPD qui change dans le système. On va avoir voilà, des petites nouveautés comme ça. Des petits filtres en plus. Donc voilà, on vous tiendra informé de tout ça, bien sûr, avec des newsletters. Alors, l'autre travail qui est mené sur Via Trajectoire, c'est l'interopérabilité. Hein, c'est le gros dossier 2021. Interopérabilité avec l'Aurore déjà. Donc ça, on en avait déjà parlé en début d'année. Hein, il faudra remplir votre fiche Aurore pour qu'on puisse à terme synchroniser l'Aurore avec Via Trajectoire et donc faire redescendre toutes les informations administratives, agrément, capacité d'accueil, etc. depuis l'Aurore. Donc, on reviendra vers vous là-dessus, sur l'Aurore, avec ma collègue Marion Aumont. Donc, l'interop avec l'Aurore et puis l'interop aussi avec le SI harmonisé de la MDPH, là, qui est en train d'être consolidé. Donc, sur les autres départements, comme l'île-et-Vilaine, c'est déjà opérationnel, ça fonctionne. Ils ont leur nouveau SI harmonisé qui est en lien direct avec Via Trajectoire et ils font la bascule directement après les commissions des nouvelles notifications. Donc, on a des dossiers beaucoup plus complets sur l'île-et-Vilaine avec voilà, des contacts, tuteurs, représentants légaux et puis toutes sortes d'informations qui vont venir s'additionner dans les dossiers avec des caractères cibles ou alternatifs, avec les priorités, avec pas mal de choses. Donc sur le Morbihan, on démarre, hein, on va commencer à tester les liens du SI harmonisé avec Via Trajectoire dans la prochaine quinzaine. Voilà. Donc dans les mois à venir, les dossiers aussi des usagers vont s'étoffer considérablement dans le système. Voilà, pour l'interface avec les éventuels SI des établissements, c'est encore à l'étude. Il faudra qu'on en rediscute, effectivement, pour voir les possibilités de liens, de flux qui peuvent être mises en place. Voilà, donc beaucoup de choses dans les tuyaux. Voilà, avec aussi la perspective du module usager, sans doute l'année prochaine. Alors, si vous avez des questions, alors je vois qu'il y a une question. Non, c'était la même que tout à l'heure. D'accord, j'ai déjà répondu. Si vous avez des questions, je vais réactiver les micros déjà. On va pouvoir discuter un petit peu. Vous allez me donner vos impressions. Et puis sinon, on a un référent Via Trajectoire identifié auprès de chaque MDPH. Donc, vous avez les contacts de ces référents par mail sur le site du GCS. N'hésitez pas à y aller. Sur le site du GCS, vous avez également toute une base documentaire avec tous les tutoriels qui vous permettent de faire pas à pas les actions clés ou de revoir un petit peu, de rafraîchir un petit peu les fonctionnalités. Pour tout ce qui est support fonctionnel sur l'outil, n'hésitez pas à contacter le support par mail. Je vous enverrai de toute façon à l'issue de cet atelier un mail pour vous remercier avec des documents et puis vous aurez comme ça tous les liens pour vous connecter. Voilà, merci à tous. Je désactive l'enregistrement.